L'embarras du choix, partie 2, chapitre 7. Connaissez-vous Proust? Tout ce qu'elle se sait de lui, c'est qu'il est réputé pour ses phrases à rallonge, indigestes. Alors, c'est ce qu'elle répond, en assumant sans honte. Elle a passé le stage de « j'ai peur de parler » avec le professeur d'université. Ils boivent un café rapide. Juste avant le cours, il le lui a proposé, l'ayant vu arriver. Elle a passé 2 mois dans la poésie. Il serait peut-être temps de passer à autre chose. Mais à quoi? Vous devriez essayer vraiment. Vous croyez? J'ai peur que ce soit trop hermétique pour moi. Non, il faut juste un peu de souffle et l'esprit reposé, dit-il en souriant. Si vous voulez, j'anime des conférences libres à l'Institut municipal, 1 fois par mois sur ce sujet. Ah oui, je crois que Clermont m'a dit que vous étiez un spécialiste. C'est exact, c'est mon sujet de recherche. Mais tout n'a pas été déjà trouvé à son sujet. Il sourit de sa naïveté. Oh, Emma, vous savez, Proust est infini. Il ne saurait être réduit à une mateline ou à un questionnaire. Elle sourit. Il ne manque pas d'humour sous son air presque austère. Venez, la prochaine conférence à l'institution est dans 2 jours. Je vous invite solennellement. Dans ce cas, je ne peux refuser, concède-t-elle. Exactement, dit-il en guise de conclusion en imprimant le pas vers l'amphithéâtre B. Et c'est ainsi qu'Emma se retrouve dans une salle d'institut municipal avec une vingtaine d'autres. Elle reconnaît 2 membres de son cours du soir, dans de Proust ou de Jean-Jacques Verdier. Elle ne le sait. Avant de pousser la porte de cette conférence sur un sujet aussi pointu, elle s'est aventurée dans les premières pages à la recherche du texte, perdue, histoire de savoir à quelle sauce elle allait être mangée et surtout de voir à peu près de quoi il en retournait. Car au fond, si elle savait que Proust était un mythe de la littérature, elle n'en avait jamais goûté la scientifique voile. Maintenant, elle attend avec
impatience l'arrivée du maître de conférence. Que va-t-il en dire? Comment pouvait-on travailler toute sa vie sur un œuvre aussi dense et grandiose, soit-elle. Emma était perplexe et en hâte de découverte les recherches cachées de l'auteur et de son œuvre. Ce qui ne constituera pas l'unique découverte de la soirée, mais qu'elle ignore encore. L'arrivée de Jean-Jacques est saluée d'une salle d'applaudissements. Le public est conquis d'avance. Il remercie humblement. Emma se rend contre ces choses étonnantes. Il est effectivement modeste, accessible. Loin du cliché du professeur d'université qui de sa chair soit l'assemblée et veut bien la cultiver par une espèce de générosité compatissante pour les pauvres petits gens qui n'y connaissent rien. Jean-Jacques Verde est différent, sans doute incroyablement cultivé, mais avant tout homme parmi les autres. Emma en est à cette considération annexe quand elle sent un regard satisfait accompagné d'un signe de tête quasiment imperceptible et d'un sourire qui l'est tout autant. Il lui sait gré de sa présence. Il commence ce soir au menu. Les 500 au service de la gourmandise dans l'œuvre. Jean-Jacques lit des extraits avec éloquence. Dissecte, extrait la moelle. Jubile. Il est transporté par la passion, vibrant, presque au bord de la démesure, debout, faisant de grands gestes, animé comme jamais. Et c'est là qu'il se passe quelque chose qui n'était pas au programme. Ni au programme du soir, ni au programme de l'année, pas plus que de celui de la vie d'Emma. Soudain, cet homme sans charme, au visage banal, au crâne dégarni, aux lunettes démodées et au goût vestimentaire plus que contestable, lui apparaît beau, pas beau au sens général et partagé du terme. Génialement beau, extraordinairement beau, au sens propre d'une beauté qui n'est pas objective au même motif, d'une beauté au-delà de la beauté formatée ou habituée, plastique. Réalisé, il est beau, autrement, beau de passion, beau de culture, beau parce qu'il a l'air
d'exprimer une nécessité qui le dépasse et qu'il est d'une dimension supérieure. Dans ses yeux, quelque chose rayonne et que n'a pas fait rayonner Apollinaire ou les autres. Ça n'a duré qu'un bref instant d'emportement. Pourtant, Emma ne regardera plus jamais Jean-Jacques comme avant. Emporté par la passion, il est différent, presque séduisant, ou carrément, parce que tout à coup, au moment où elle s'y attend le moins, Emma ressent une chaleur étrange l'envahir. Ses joues sont pourpre. Sa respiration se fait plus courte. Ses mains deviennent moites. Un frisson de désir la parcourt, de désir à entendre cet intello mal fagoté. Aussi incroyable que cela paraisse, oui, ses yeux se brouillent à la vue de la passion incarnée et son ouïe est sensible à une voix devenue charmeuse par le mystère d'un réseau neuronal qui la dépasse complètement. Ses sensations oculo-visuelles ont trouvé une résonance intime au plus profond de son ventre. Elle en pousserait presque un soupir. Peut-être même lui échapperait-il. Emma a découvert la puissance érotique enfermée à l'intérieur d'un homme d'esprit. Il faut se reprendre. Elle essaie de reconnecter son cerveau aux paroles émises pour reprendre le fil de la conversation. Celle-ci ne tarde pas à se terminer. Sous les applaudissements, les premières questions, la salle, certains s'avancent vers Jean-Jacques et lui posent des questions accessibles. Souriant, elle s'approche timidement. Écoute pour apprendre encore. Elle a soif de connaissance et est tombée sous le charme de Proust. Elle reviendra, c'est sûr, une fois par mois. Ça va. D'ici la prochaine fois, elle aura lu du côté de chez Swann. C'est ce qu'elle dit à Jean-Jacques, alors qu'ils retournent à leurs voitures respectives. Il s'inquiète de ses perceptions. Pas facile de bien comprendre quand on n'a lu que quelques pages, mais grâce aux extraits choisis sur le thème de la soirée, c'était tout à fait compréhensible et intéressant. Ils échangent quelques paroles banales. Elle le regarde droit dans les yeux. Elle n'a plus peur de lui ou de ce qu'il représente. Il est redevenu comme avant, comme d'habitude. Ou pas vraiment, au fond de ses yeux ternes,
un éclat brille encore. Charismatique, voilà, c'est le mot, se dit-elle en conduisant sur la route qui la ramène chez elle. Sophie, cousine de la mariée, 34 ans. Cette fois-ci, c'en est trop. J'en ai assez de récupérer Bastien, malheureux, après l'école. Il faut dire que sa maîtresse, c'est sûr, elle a une dent contre lui. Ça se sent. Même la mère de Mathéo me l'a dit. Elle l'a pris en griffe. Mon Bastien, il ne mérite pas ça. C'est un bon élève en plus, soi-disant, qu'il est brouillon, que son cahier est un torchon, qu'il écrit mal, qu'elle a du mal à le lire. Non, mais quand même, c'est une instite, elle n'a que ça à faire de déchiffrer les travaux d'élèves avec le salaire et tout le temps qu'elle a, moi j'arrive à le lire, alors elle n'a qu'à faire un effort. Elle se plaint sans arrêt de lui à moi, ou même dans la classe, devant tous les camarades. Bastien se sent humilié et quand il a des problèmes sur la cour, elle ne prend jamais sa défense. C'est toujours de sa faute à lui. S'il y a un problème, même quand il se fait taper, c'est de sa faute à lui. Non, mais si c'est pas exagéré. Bref, il y en a marre de cette école. Ça fait des jours que je réfléchis à inscrire Bastien ailleurs. Après tout, ça ne pourra qu'être mieux. Enfin, c'est mon avis, pas celui de Bastien, qui ne veut pas en entendre parler. Il dit qu'il aime bien son école. Enfin, je crois que c'est surtout pour rester avec ses 3 copains et pour Julie. Parce qu'il l'aime bien. Alors, j'hésite. Surtout là, avant le CM2. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Mais penser qu'il restera encore un an avec cette Madame Champy, ça m'énerve déjà. Je ne sais pas quoi choisir. Qu'est-ce qui est le mieux? Si ça n'était que moi, je le changerais d'école bien vrai.